Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, épisode 78. Aujourd'hui, on ne va pas parler de création de contenu, on va parler d'autre chose. Quelque chose qui m'a beaucoup été demandé, quelque chose qui est en train, selon moi, de révolutionner le monde, et quelque chose qui va t'intéresser si pour toi la liberté, c'est important. Internet, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est la plus grande ou une des plus grandes inventions de ces 50 dernières années. En tout cas, c'est l'invention qui a le plus changé nos vies. Internet nous permet aujourd'hui de communiquer avec n'importe qui de manière extrêmement simple et n'importe où dans le monde. Internet nous permet aujourd'hui d'organiser des choses de manière totalement facilitée. Internet nous permet aujourd'hui de nous déplacer sans problème, de pouvoir voyager. Alors on voyage pas encore par fibre optique, mais c'est une aide énorme quand on voyage. Internet permet aussi de diffuser, bien sûr, de diffuser son message à n'importe qui. Internet permet aussi de vendre, de créer un business. Si Internet n'existait pas, je ferais un métier qui serait bien différent. Et Internet, c'est quoi ? C'est la décentralisation de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant Internet, l'information, elle venait d'où ? Quand on voulait s'informer, on faisait quoi ? On regardait les infos à la télé, on lisait les journaux, ou alors, si on voulait de l'information un petit peu plus singulière, on lisait des livres un peu obscurs qu'on allait trouver au fin fond de la bibliothèque. Internet est arrivé, ce qui a permis à n'importe qui de diffuser n'importe quel message, et ce message pouvait être consulté par n'importe qui. Alors évidemment, il y a des dérives, évidemment, il y a des choses qu'on n'aime pas dans Internet, il y a les cultures qui ont été créées, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'Internet est devenu, à juste titre, un symbole de la liberté. Ça veut dire qu'un pays qui se dit démocratique et libre se doit d'avoir un Internet qui est libre. Et généralement, quand un pays est pas très démocratique et veut limiter la liberté de ses citoyens, la première chose qu'il va faire, c'est de couper ou alors de limiter l'accès à Internet, puisque Internet, c'est le libre partage de l'information. Partage décentralisé. Sauf que maintenant que l'information est libre et décentralisée, il reste d'autres choses qui sont pas libres et qui sont pas décentralisées. Et donc forcément, ces autres choses, on commence à les remettre en question. Et une de ces choses-là, c'est quelque chose qui est quand même super important, parce que c'est l'unique valeur d'échange au monde, c'est-à-dire l'argent. Si je veux acheter un iPhone demain, je peux aller à l'Apple Store avec une vache, je suis pas sûr qu'ils la prennent en échange d'un iPhone, je vais devoir venir avec de l'argent. Et l'argent, c'est pas quelque chose de décentralisé comme l'est Internet, c'est pas quelque chose de libre comme l'est Internet, c'est quelque chose finalement qui nous laisse dépendants à une entité, à plusieurs entités, à l'État qui va créer l'argent à travers la banque centrale, à l'État qui va décider, qui va mettre des règles sur cet argent-là, mais aussi aux banques qui vont conserver cet argent, qui vont utiliser cet argent, qui vont te prêter cet argent. Et donc finalement, aujourd'hui, quand on a de l'argent et quand on veut peut-être, je sais pas, si tu veux quitter ton pays, on sait jamais s'il y a une guerre et qu'il faut que tu partes le plus vite possible, t'as deux choix, soit t'as ton argent à la banque et t'es un peu, t'es un peu foutu, soit t'as ton argent, soit t'imprimes tous tes billets, tu t'imprimerais du tout, je suis pas en train de dire qu'il faut imprimer des billets, soit tu retires tous tes billets, t'as de l'argent physique et bon courage pour passer la frontière avec une valise pleine d'argent. Dans tous les cas, tu restes dépendant de quelque chose qui est pas pratique, qui est pas facile à utiliser et quelque chose qui est totalement contrôlé par l'État et les banques. Alors moi je suis pas du tout en mode conspirationniste, anti-État, anti-banque, etc. Je pense pas que toutes les banques soient un complot généraliste pour nous plumer. Mais elles y arrivent quand même plutôt bien. Je pense pas que les banques soient mal intentionnées, je pense que les banques sont juste mauvaises. C'est-à-dire que tu vois, une banque aujourd'hui, c'est des galères, c'est mal foutu, le site il est pas possible, et évidemment, ton argent, il leur appartient, c'est un prêt. C'est-à-dire quand tu poses ton argent à la banque, c'est comme si tu prêtais de l'argent à la banque. Et la banque peut t'empêcher de retirer tout ton argent ou t'empêcher de retirer tes billets, et tu le vois quand il y a des crises économiques dans différents pays, on l'a vu en Grèce, on l'a vu au Venezuela aussi, je crois. Les gens viennent en masse à la banque pour retirer leur argent et ça crée des complications parce que la banque a pas suffisamment d'argent liquide. Et puis il y a d'autres problèmes liés à la monnaie. Il y a par exemple le fait que la monnaie soit en constante inflation. On le voit, le cours $1 dans les années 50, ça valait pas du tout $1 aujourd'hui. Et si t'avais pareil pour €1, ça existait pas dans les années 50, donc c'est pas un bon exemple. Mais voilà, si t'avais si t'avais $10,000 sur un compte à l'époque, ça valait beaucoup d'argent. Si tu as toujours ces $10,000 aujourd'hui, tu vas pas t'acheter ta maison avec, tu vois, c'est pas mal, mais ça fait pas, c'est pas ça qui va te sauver la vie. Donc on a
un argent qui est en inflation constante, parce qu'on a un État qui crée de l'argent parfois quand ça va pas, et donc forcément si tu crées de l'argent, bah la valeur de l'argent baisse par définition, c'est mathématique. Si t'as plus d'offres, bah t'as moins de demandes, et donc l'argent, bah c'est quelque chose qui nous rend pas libres, en tout cas qui nous enchaîne à quelque chose. Et Internet qui a rendu l'information libre. Est-ce qu'on peut l'appliquer à l'argent? Eh bien, c'est ce qui est en train de se créer avec une nouvelle tendance. Alors, beaucoup de gens disent que c'est une mode, d'autres gens disent que c'est une bulle, d'autres gens disent que c'est un gros truc de pirates informatiques, qu'ils y comprennent rien et qu'ils n'ont pas envie d'y comprendre quoi que ce soit. Ça s'appelle les crypto-monnaies. Et en fait, les crypto-monnaies, finalement, ont la même ambition qu'avait Internet, qui était de rendre l'information libre et décentralisée, sauf que cette fois, c'est avec l'argent. Donc, le but des crypto-monnaies, c'est de rendre l'argent libre et décentralisé. Et je vais essayer de t'expliquer en quelques mots comment ça fonctionne. Alors, évidemment, moi, je t'invite à faire une chose, c'est d'aller ensuite te renseigner vraiment là-dessus. C'est-à-dire, aller consulter des sites spécialisés, faits par des gens qui s'y connaissent vraiment. Moi, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais je t'en parle parce que pour moi, c'est important. Et moi, alors, tu vois, on m'en a parlé il y a des mois. Je me suis dit, c'est quoi ce truc là? C'est un truc de pirate, machin, de geek, je comprends rien, machin, je zappe. Puis ensuite, on m'en reparle quelques mois plus tard en me disant, ah tiens, t'as vu, le cours, il a été multiplié par 3. Je me dis, ah oui, quand même, c'est quand même pas mal. Du coup, je me réintéresse au truc, et là, je comprends un petit peu le fonctionnement. Et il y a une personne qui a réussi à m'expliquer ça mieux que tous les sites, ou mieux que toutes les vidéos YouTube que j'ai vues. C'est un pote à moi, qui m'a dit, voilà comment ça fonctionne les crypto-monnaies. T'as une grande liste, qu'on appelle la blockchain, et cette liste-là, c'est exactement comme le livret de compte d'une banque. C'est-à-dire qu'une banque a une sorte de grande liste, alors c'est un fichier informatique, mais ça revient au même, une sorte de grande liste où elle dit, voilà, tel client a tel argent, tel client a tel argent, et elle sait combien de clients ont combien d'argent. Et bien là, cette liste-là, donc finalement ce relevé de compte global de tout le monde, est partagé entre tous les utilisateurs de la crypto-monnaie. Ça veut dire que si moi je veux télécharger des bitcoins par exemple sur mon ordinateur, je télécharge le logiciel pour avoir des bitcoins, et bien dans ce logiciel il y a la liste de toutes les transactions et cette liste est mise à jour en temps réel. Et cette liste là, bah, c'est pas juste moi qui l'ai, c'est tous les gens qui utilisent des bitcoins avec ce logiciel là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une monnaie qui est vraiment sécurisée et que personne n'a le contrôle dessus. Imaginons que quelqu'un veuille voler cet argent ou veuille pirater cette monnaie, bah finalement la seule chose qu'il puisse faire aujourd'hui avec ce principe de monnaie décentralisée, c'est prendre le contrôle de plus de la moitié des ordinateurs qui possèdent cette liste-là, et ça veut dire des dizaines de millions d'ordinateurs, et donc c'est physiquement impossible, tu vois. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez, bon, une fois que t'as compris ça, t'as compris en gros comment ça fonctionnait. Et donc quand tu possèdes des bitcoins, en fait tu possèdes pas physiquement des bitcoins, tu télécharges pas non plus un fichier bitcoin. Quand tu possèdes des bitcoins, ça veut simplement dire que sur la liste, sur cette blockchain que tout le monde possède, bah il y a marqué que tu as tant de bitcoins. Et si tu veux les dépenser, tu auras besoin d'un code. Donc les bitcoins sont purement virtuels, ça veut dire que c'est pas comme de l'or, tu vois, c'est pas quelque chose de physique ou de fini, c'est quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui s'échange, c'est quelque chose qui peut s'échanger simplement avec de l'information. Ça veut dire que tu peux posséder tes bitcoins dans ta tête, littéralement. C'est-à-dire si tu retiens le code qui permet de les dépenser, tu possèdes en fait ces bitcoins par l'information. Donc des bitcoins, c'est rien d'autre que de l'information. C'est connaître le code qui permet de les dépenser. Cette information, tu peux l'avoir sur ton téléphone, tu peux l'avoir sur des wallets. Alors ce qu'on appelle des wallets, c'est des portefeuilles virtuels, donc ça peut être je sais pas, une sorte de petite clé USB, tu vois, on va en parler un peu plus tard, et tu peux l'avoir sur un site de trading par exemple, ou alors tu peux simplement l'avoir écrite sur un bout de papier ou même retenue dans ta tête. C'est-à-dire que tu peux, si à un moment tu dois quitter, moi c'est ça vraiment l'argument qui m'a plu, c'est que si à un moment tu dois quitter ton pays d'urgence, ou tu dois t'enfuir ou je sais pas quoi, bien que j'ai pas spécialement intention de le faire pour l'instant, mais on sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Si à un moment tu dois quitter ton pays d'urgence, bah tu peux avoir ton argent dans ta tête. Ça veut dire que même si tu te fais fouiller à la douane et qu'on te prend tout ce que t'as, bah tu peux avoir, si je sais pas, si t'as 50 000 euros sur un compte, bah tu peux garder 50 000 euros dans ta tête. Alors t'as juste intérêt à avoir plutôt une bonne mémoire et être sûr de pas les oublier, parce que c'est un peu chaud quand même d'avoir 50 000 euros dans sa tête. Mais c'est littéralement ce qui peut se passer. Le Bitcoin n'est pas une monnaie anonyme. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on pense à tort, c'est-à-dire que on sait combien tu as, on sait combien tu dépenses, tout est public. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas nominative. Ça veut dire que il y a pas ton nom sur les transactions, mais il y a un code qui correspond à ton compte finalement.
Donc voilà, moi je t'invite vraiment à te renseigner davantage si ça t'intéresse, si le fonctionnement t'intéresse. Je pense qu'on n'a pas besoin de connaître parfaitement le fonctionnement pour acheter des bitcoins et pour les utiliser, exactement comme on connaît pas vraiment le fonctionnement des euros et des banques qui les créent, tu vois, c'est pas évident quand même. Mais c'est bien de connaître un peu le principe pour savoir quels sont les risques, comment les utiliser, etc., etc. Alors des crypto-monnaies, il en existe plusieurs, il n'y a pas seulement de Bitcoin, le Bitcoin est la crypto-monnaie principale. Aujourd'hui, elle a dépassé la capitalisation de l'or, c'est-à-dire que il y a plus de Bitcoin en termes de valeur que d'or sur Terre, donc c'est quelque chose qui est sérieux, c'est pas juste un truc de geek qui est réservé aux geeks, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, aussi des grosses sociétés ou le monde de la finance aussi s'y intéresse beaucoup, et les banques aussi. Il y a plein d'autres crypto-monnaies, il y a l'Ethereum qui est la deuxième crypto-monnaie, et puis on a tout un tas, et tous les jours il y a des nouvelles crypto-monnaies qui sont créées. Alors évidemment, le but c'est pas d'investir dans toutes ces crypto-monnaies forcément, et ça veut pas dire non plus qu'il y aura que le Bitcoin qui va rester, mais on peut imaginer que dans le futur, si ça se développe, et il y a beaucoup de chances quand même que ça se développe, parce que c'est quelque chose qui résout beaucoup de problèmes, et qui, tu vois, dès qu'il y a un pays, on sent qu'aujourd'hui on vit quand même pas mal de crises d'un point de vue économique, et même des crises de confiance, dès qu'il y a ces crises-là, les gens vont se tourner vers une valeur refuge. Alors pendant longtemps ça a été l'or. Le Bitcoin peut être une de ces valeurs refuges. Le Bitcoin a pas mal d'avantages comparé à l'or, comme les avantages qui est que c'est virtuel, comme on l'a dit tout à l'heure, donc tu n'as pas besoin de le posséder physiquement. Alors ensuite, parlons un petit peu rapidement de l'inflation. Le problème de l'argent, c'est que, on l'a dit, l'argent est créé régulièrement, ce qui crée souvent de l'inflation, et donc ce qui fait baisser la valeur de l'argent que tu possèdes et que tu stockes. Le Bitcoin est par nature une monnaie déflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est limitée à 21 millions d'unités. Aujourd'hui, il y a des Bitcoins qui sont créés par des gens qui font du minage avec des ordinateurs puissants. Alors maintenant, c'est des grosses sociétés qui le font. Et donc, en gros, le Bitcoin s'achète avec de l'électricité. Ça veut dire que pour avoir des Bitcoins, toi, ça sert à rien de le faire sur ton ordinateur. Tu vas gagner des centimes de centimes. Au début, ça servait, mais maintenant, ça sert plus à rien. C'est des grosses sociétés en Chine et tout ça qui font, mettent des grosses usines avec plein de serveurs dans des pays où l'électricité est pas trop chère et qui finalement créent des bitcoins à partir d'électricité. Aujourd'hui, des bitcoins, il y a un truc genre, je crois 15 ou 16 millions peut-être de bitcoins qui sont créés, et dès que 21 millions de bitcoins auront été créés, il y aura plus de bitcoins qui pourraient être créés sur Terre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si les gens continuent à s'intéresser aux bitcoins, à vouloir en acheter, à vouloir s'enrichir avec des bitcoins, forcément la valeur du Bitcoin va augmenter, puisque si l'offre n'augmente pas, mais que la demande augmente, forcément c'est les prix qui augmentent, donc c'est la valeur du Bitcoin qui augmente. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le cours va probablement continuer à augmenter, et jusque-là le cours a augmenté de manière phénoménale, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les médias s'intéressent en ce moment pas mal au Bitcoin, on en parle beaucoup. C'est parce que des gens qui ont acheté des Bitcoins au début ont pu s'enrichir extrêmement vite, et c'est aussi ce qui crée de la méfiance souvent vers cette crypto-monnaie. Je vais donner un exemple. Il y a un exemple qui est extrêmement connu dans le monde du Bitcoin, c'est les pizzas. En 2010, il y a un gars qui a fait la première transaction en Bitcoin de l'histoire du Bitcoin, et il a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins, ce qui devait faire l'équivalent de $30 à peu près à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut plus quelques centimes, un Bitcoin ça vaut 4 000 $ aujourd'hui. Ce qui veut dire que s'il avait pas dépensé ces 10 000 Bitcoins pour ces 2 pizzas, et s'il les avait gardés, aujourd'hui, il aurait 30 millions de dollars en Bitcoin s'il les revendait. Pour te dire à quel point le cours a explosé en 7 ans depuis la création, rien que cette année, rien que ces 365 derniers jours, le cours est passé de 500 € le Bitcoin à 3500 € le Bitcoin. Ça veut dire que si tu avais acheté, si tu avais acheté des 500 € de Bitcoin il y a un an, aujourd'hui t'en aurais 3500, donc évidemment si t'avais mis plus, t'en aurais plus. Donc ça intéresse les gens, et forcément il y a des gens qui vont dire que c'est un effet de bulle, et c'est possible que ce soit un effet de bulle. C'est vrai que il y a des bulles, ça existe. Une bulle, la définition en gros d'une bulle, c'est quand tout le monde s'intéresse à quelque chose et qu'on survalorise la chose jusqu'à ce que ça explose, qu'il y ait une crise de confiance et qu'on se rende compte qu'il n'y a pas grand chose derrière. Et donc beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent. Donc évidemment les crypto-monnaies pourraient être une bulle. Il y a un effet de mode qui est toujours un peu dangereux. Moi je trouve ça toujours un peu dangereux quand il y a un effet de mode, quand les médias commencent à s'y intéresser. C'est généralement que c'est plus le bon moment. Sauf que là pour les crypto-monnaies, moi j'y crois parce que c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire en termes d'usage, c'est pas juste on en achète parce que le cours augmente. Il faut y croire. C'est-à-dire que je te déconseille d'acheter des bitcoins ou des crypto-monnaies si tu ne crois pas dans l'avenir de cette façon d'échanger de la valeur. Mais si tu y crois et si tu penses vraiment que ça va être l'avenir, ça vaut le coup d'investir
investir dessus. Et donc, l'effet de bulle, c'est toujours possible, mais on peut prendre comme exemple la bulle Internet. La bulle Internet n'a jamais tué Internet, en fait, au contraire. La bulle Internet, si on revient à l'époque, c'était à la fin des années 90. Tout le monde a commencé à comprendre que Internet, c'était la nouvelle hype et que Internet allait changer le monde, ce qui est vrai. Et il y a plein de sociétés qui sont créées autour de ça. Il y a plein de gens qui ont investi plein d'argent dans des sociétés qui étaient des coquilles vides. Ça veut dire qu'elles vendaient strictement rien, qu'elles avaient aucun business model. Simplement parce que Internet était hype. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se créer avec plein de crypto-monnaies qui sont créées un peu sur tout et n'importe quoi et qui ont un joli logo et du coup les gens en achètent plein. Souvent il suffit de faire un simple rebranding, tu vois, de la monnaie en changeant son nom et son logo et hop, ça peut décoller. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on a connu à la fin des années 90 avec la bulle Internet, sauf que il y a des gens qui se sont fait avoir parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent là-dedans, mais il y a des gens qui sont encore plus fait avoir, c'est les gens qui n'ont pas cru du tout et qui n'ont pas investi un centime. Parce que finalement la bulle Internet, ça a auguré en effet un futur qui a totalement changé, qui était gouverné par Internet. Il y a plusieurs sociétés de cette bulle-là qui sont devenues des mastodontes aujourd'hui. Par exemple Amazon était une des sociétés de la bulle Internet, elle a résisté et aujourd'hui si t'avais mis de l'argent sur Amazon à l'époque, aujourd'hui t'en aurais beaucoup plus évidemment. Donc je pense personnellement, et c'est évidemment j'en sais rien, tu vois, je peux pas lire le futur, mais je pense que la bulle des crypto-monnaies existe, mais qu'elle va se terminer comme la bulle Internet, c'est-à-dire qu'à un moment ça va exploser et toutes les petites crypto-monnaies un peu qui se créent tous les jours vont disparaître, c'est-à-dire que 99% des crypto-monnaies je pense vont disparaître, mais il va en rester quelques-unes, peut-être 5 ou 6, peut-être que même les États vont créer leurs crypto-monnaies, j'en sais rien, peut-être plus, peut-être moins, mais c'est ces crypto-monnaies-là qui vont véritablement être utilisées au quotidien et qui vont véritablement devenir énormes. Et donc si tu as mis de l'argent sur ces crypto-monnaies-là, et que ça devient quelque chose de mainstream, c'est-à-dire que tout le monde les utilise, que ta mère, ta cousine, ta sœur, ton frère les utilise, ça deviendra un truc énorme. Et si tu as mis de l'argent aujourd'hui dessus, ton argent va être multiplié. Et il y a beaucoup d'analyses qui prédisent un Bitcoin à 500 000 euros, à 500 000 dollars d'ici quelques années. Ce qui serait, je te laisse calculer, aujourd'hui il est à 3500 $, donc ça serait une grosse multiplication. Donc c'est quelque chose auquel il faut croire, c'est quelque chose moi évidemment qui m'intéresse parce que ça, voilà, moi j'ai toujours cherché à être plus libre dans ma vie, alors sans jamais être extrémiste, c'est-à-dire j'ai pas non plus envie d'aller vivre dans un chalet au Liberland, tu vois, je suis pas en mode gros taré de la liberté non plus, mais ça m'intéresse toujours d'être le moins dépendant possible de l'État et de pouvoir faire mon truc de mon côté et de pouvoir aussi me créer une sécurité de mon côté. Et j'ai jamais eu envie de faire dépendre ma sécurité d'un État parce que je garantis pas que j'aurai envie de vivre en France toute ma vie, je garantis pas non plus que la France sera un pays libre et en paix toute sa vie, et donc cotiser pour ma retraite ou alors mettre de l'argent à la banque, pour moi c'est pas une vraie sécurité, parce que c'est une sécurité qui fonctionne à un instant T, mais qui peut exploser à n'importe quelle crise ou à n'importe quelle guerre ou à n'importe quelle chose. Et donc si tu peux te créer ta propre sécurité, pour moi c'est avant tout être autonome, c'est-à-dire être avant tout capable de refaire sa vie, de gagner de l'argent par toi-même, d'apprendre à vendre, d'apprendre à trouver des opportunités, d'apprendre à créer un business sur la durée, mais aussi de pouvoir mettre de l'argent de côté, une accumulation de valeur que tu peux récupérer n'importe quand sans que ça dépende de l'État, des banques ou de quelque autre entité que ce soit. Pour moi, c'est forcément quelque chose qui va m'intéresser. Donc voilà, je voulais juste en parler. Évidemment, je suis pas en train de te donner des conseils d'investissement. Je suis juste en train de te dire que moi je vais commencer. Enfin, moi j'ai déjà commencé à investir dessus. Je mets à peu près 2000 € par mois sur les crypto-monnaies. Je mets 1000 sur le Bitcoin et 1000 sur d'autres crypto-monnaies où j'essaie de diversifier un petit peu. Pour l'instant, c'est en hausse. Donc pour l'instant, c'est enfin tu vois, c'est de l'argent qui prend de la valeur de mois en mois. Évidemment, on n'en sait rien. Peut-être que ça va exploser, mais je préfère prendre ce risque-là plutôt que de passer à côté si c'est une vraie révolution et de me dire je suis trop bête de ne pas l'avoir fait, surtout que j'y croyais, surtout que j'étais vraiment dedans. Donc ce que je te donne, c'est pas des conseils d'investissement, évidemment je suis pas un expert, ce que je t'invite simplement à faire, c'est aller, si ça t'intéresse, aller écouter d'autres contenus sur des vrais experts des crypto-monnaies qui vont t'expliquer comment on fait et peut-être commencer à mettre un peu d'argent dessus. Alors seulement, c'est ce qu'on dit toujours pour les investissements, seulement de l'argent que tu peux te permettre de perdre, et c'est vrai, va pas commencer à mettre tes économies pour le loyer dessus ou ce genre de choses parce que c'est une monnaie qui est toujours très volatile et donc en un mois elle peut perdre 30% ou alors en gagner, tu peux pas vraiment savoir ça à l'avance. Si tu veux donc acheter des bitcoins, c'est pas hyper simple. Pour l'instant il y a encore une barrière technique à l'entrée, c'est-à-dire que je pense pas que mes parents ou des gens qui seraient vraiment pas à l'aise avec l'informatique seraient capables là aujourd'hui d'acheter des bitcoins. Le moyen, alors les deux choses que je peux te conseiller qui sont les moyens les plus simples, d'un côté si tu veux faire du trading, c'est-à-dire acheter et revendre à court terme, le site le plus sécurisé et qui fonctionne très bien pour ça, c'est Kraken,
Kraken, c'est un site que j'utilise pour commencer à investir dessus. Tu peux investir très facilement en un clic, ça se fait super facilement. Et si tu veux mettre des bitcoins ou mettre des crypto-monnaies de côté sur le long terme, la manière, je pense, la plus sécurisée, c'est d'acheter un wallet physique, c'est-à-dire, alors ça prend la forme d'une sorte de clé USB que tu vas brancher sur ton ordinateur, sur laquelle tu vas pouvoir mettre des bitcoins, que tu vas pouvoir acheter avec un site, par exemple, comme Coinbase, Coinbase. Alors moi, j'utilise la Ledger Wallet, LEDGER-WA2LET. T'as le lien qui est en description de ce podcast. J'en ai pris 2 parce que je préfère diversifier un petit peu les choses. Je vais peut-être en acheter d'autres d'ailleurs pour les mettre à différents endroits. Mieux vaut pas mettre tous tes œufs dans le même panier, mieux vaut pas, enfin tu vois, si tu mets, si tu mets un bitcoin dessus et qu'un jour le bitcoin vaut 500 000, on sait jamais, t'auras quand même 500 000 euros sur une clé USB, tu vois, donc faut toujours faire attention à ça. C'est quelque chose qui est assez sécurisé, le Ledger Wallet, c'est le truc qui est le plus connu. Je t'ai mis un lien en description, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que je touche une petite commission en bitcoin sans que ça change rien pour toi. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder par toi-même. Le Ledger Wallet, c'est le plus connu, c'est probablement un des meilleurs, mais on a peut-être d'autres, donc je t'invite à te renseigner. Si c'est vraiment un truc qui t'intéresse, commence pas à acheter des bitcoins tout de suite sans t'informer davantage. Vraiment, il y a beaucoup de contenu qui est créé dessus. Il y a plein de chaînes YouTube françaises qui en parlent très bien. Je vais te mettre quelques liens en description parce que là je les ai plus dans la tête, mais il y en a un qui s'appelle Asher par exemple qui est vraiment intéressant. Je vais te mettre quelques liens en description de gens qui en parlent très bien. Et puis voilà, on m'avait demandé d'en parler. Je t'en parle, je te dis ce que j'en pense, je te donne ma stratégie d'investissement là-dessus. Pour moi, la meilleure stratégie d'investissement, c'est de mettre la même somme tous les mois sans regarder le cours, même si c'est difficile parce que quand tu regardes le cours, t'as tendance ça crée des émotions, ça crée de la peur ou alors de l'excitation et ces émotions-là peuvent te faire des conneries. Moi, j'en ai fait pas mal au départ. Donc maintenant, j'essaie de faire attention, c'est-à-dire que chaque mois, je mets je fais par semaine, chaque semaine, je mets la même somme dessus et je regarde pas trop les cours, que le cours soit à la hausse ou à la baisse. C'est souvent une des meilleures stratégies d'investissement à long terme. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'intéresse, t'as le lien vers le Ledger Wallet en description. Je t'ai mis aussi des liens vers d'autres chaînes qui en parlent mieux que moi. Et nous, on se retrouve demain pour le prochain MakerCast. À demain.